Quelles sont les missions de l'autorité indépendante de gestion des élections? Elles ont été dévoilées aux acteurs des élections, notamment les partis politiques, lors d'une rencontre de prise de contact trouvée satisfaisante pour certains, vous le verrez. Les matières premières produites dans la région de Kita, à savoir l'arachide, la mangue et le karité, pourront désormais être transformées sur place. Trois grandes unités de production et de transformation de produits agricoles viennent d'être inaugurées dans la localité. Jeudi 2 février. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le 13h de ORTM1. Tout d'abord, le calife général de la Faïda Tidjane du Sénégal, Cheikh Mouhamadou Mahi Niass, a été reçu hier par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Il est en séjour dans notre pays dans le cadre de la Ziara de Ségou. Il est venu exprimer sa solidarité avec le peuple malien et prier pour le retour de la paix dans le Sahel. Ses propos sont livrés ici par l'ambassadeur du Sénégal au Mali, Biram Mbagnick Diagne, au micro de Soumaïla Berti. Au nom du Khalif général de la Faïda Tidjane, je voudrais avant tout remercier le chef de l'État du Mali, le président Assimi Goïta, et tout le gouvernement du Mali qui a eu l'amabilité d'inviter le Cheikh ici au Mali dans le cadre de la ziara générale qui se tient chaque année à Ségou. Donc, étant une personnalité religieuse d'une dimension mondiale qui incarne toute la Faïda Tidjane dans le monde entier, il ne pouvait pas venir ici, au Mali, sans venir rendre une visite de courtoisie au président de la transition, chef de l'État. C'est ce que recommande notre religion vénérée, l'islam, qui veut que les chefs d'État, on leur donne le statut qu'il faut, la considération qu'il faut. C'est la raison pour laquelle, en tant que guide religieux, en tant que musulman, il est venu le saluer d'abord, lui dire toute la sympathie qu'il a du chef de l'État, du Mali, la sympathie du peuple sénégalais, la sympathie du président Macky Sall et du gouvernement du Sénégal. C'est également une visite pour marquer sa solidarité au peuple et au gouvernement malien, également pour formuler des prières pour le Mali, pour la sous-région et également pour toute l'Afrique. Je vous l'annonçais en titre, l'autorité indépendante de gestion des élections a rencontré la classe politique pour des échanges sur la tenue des élections crédibles, transparentes et acceptées de tous. Occasion pour l'EJ de donner des éclaircissements aux partis politiques sur ses missions et sa méthodologie. Arjumatina. Les acteurs des élections, les partis politiques, échangent avec l'autorité indépendante de gestion des élections EJ. La rencontre de prise de contact se veut ainsi un cadre approprié pour l'organe indépendant, longtemps souhaité par les citoyens, d'éclairer la lanterne de l'assistance, les représentants ou les présidents des partis politiques. De mémoire des citoyens maliens, nous savons tous que la création d'un organe de gestion indépendant des élections a toujours été une cause défendue par l'ensemble des acteurs de la classe politique malienne, sinon la quasi-totalité, mais également par la société civile malienne. Et c'est à ce titre que nous pensons qu'hommage doit être rendu à tous ceux qui ont lutté dans ce sens et qui ont permis à l'EJ de voir le jour. Cette rencontre est nécessaire pour nous, elle est obligatoire s'il le faut pour nous, pour la simple raison que les partis politiques sont les acteurs essentiels de la matière électorale. Doté de la personnalité juridique et financière, installé le 10 janvier par le président de la transition, chef de l'État, l'organe est immédiatement entré de plein pied dans le processus électoral. Je puis vous dire que nous avons pu imprimer non seulement les marques de ce que nous devons pouvoir faire comme organe indépendant des élections, mais nous avons aussi pris la mesure de nos responsabilités, la mesure du poids de la charge que nous a conféré les plus hautes autorités
mais aussi le peuple malien. Le poids de la charge, pourquoi? Un organe indépendant de gestion des élections qui, au terme de la loi électorale, est chargé de la gestion et de l'organisation de l'ensemble du processus électoral, cela est une grande charge. Au cours de la rencontre, l'EJ a tenu à clarifier sans ambiguïté ses prérogatives par rapport aux missions de l'administration territoriale. L'autorité, l'EJ, exerce ses missions en toute indépendance et de manière objective, transparente et impartiale. Cela me paraît extrêmement important. À cet effet, cette autorité, disais-je, bénéficie de la coopération et de la collaboration des autres administrations de l'État. Sur ce point, je voulais préciser que la collaboration des autres administrations de l'État nous paraît importante, mais la plus importante, c'est la collaboration de ce que nous devons avoir de l'administration chargée de la gestion de l'État, des collectivités et de l'administration territoriale de façon générale. Et vous aurez remarqué que l'article 5 de la loi électorale dispose clairement que l'EJ bénéficie de l'appui de l'administration dans des prérogatives qui sont bien déclinées. Et nous avons voulu démontrer et partager avec le ministère de l'administration territoriale la claire perception que nous entendons nous prévaloir de nos prérogatives, les faire respecter et les assumer pleinement devant l'histoire et devant le peuple malien. Cette première rencontre de prise de contact a finalement pris l'allure d'une tribune de débat. La classe politique dans toutes ses composantes en a profité ainsi pour faire des suggestions et poser des questions à l'EJ sur plusieurs aspects relatifs au processus électoral. Des questions liées au respect du chronogramme, les dispositions matérielles et le retard de la mise en place des démembrements de l'EJ sur l'étendue du territoire national. À toutes ces questions, le président de l'organe, M. Cissé, sans détour a apporté des éclairages et a rassuré la classe politique par rapport à la détermination du collège à relever les défis. Les partis politiques présents à la rencontre apprécient la démarche. Sortons de cette salle très satisfaits de tout ce qui a été dit. Cette prise de contact nous a permis non seulement de savoir tout ce qui a été fait par l'EJ depuis son installation, et particulièrement ce qui anime l'équipe, qui est vraiment pour réussir les élections, pour réussir les missions, dans la transparence, dans l'impartialité, dans l'indépendance. Je crois que c'est ce que nous attendons. Parce que comme vous le savez, l'EJ a été réclamé, revendiqué, je vais dire, par l'ensemble de la classe politique, de la société civile. Aujourd'hui, nous l'avons. Inviter les politiques et se présenter ne peut qu'être salutaire. Et c'est un bon début. Nous, on note avec une nette satisfaction le début de démarrage de leurs activités. Et il faudrait quand même que cet EJ-là aussi soit accompagné. Mais si a priori déjà, il y a des gens qui se mettent en réserve, je pense que c'est trop tôt de faire des jugements a priori. Mais nous pensons sincèrement que déjà, avec tout ce qu'on les a vus depuis le début de leur installation à nos jours, je pense que ça démarre bien. Le collège, organe délibérant de l'autorité, est composé de 15 membres désignés sur la base des critères de compétence, de probité, de bonne moralité, d'impartialité ainsi que de jouissance civique et politique. En marge du séminaire résidentiel de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte Bamako, le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, Modibo Koné, a rencontré les responsables de cette agence, les institutions et les partenaires techniques et financiers, notamment le Fonds pour l'Environnement mondial, le FEM, qui vient de bénéficier d'un nouveau financement pour plus de 5 milliards de dollars dédiés à l'Afrique pour la période 2023-2026. Justement, les échanges ont porté sur les possibilités de financement des programmes intégrés et des projets structurants au profit des populations. Une opportunité inouïe pour notre pays, a indiqué le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, Modibo Koné. Il l'a dit au micro de Jules Sambou Sissoko. Le FEM est une grande opportunité pour les pays africains. Nous avons saisi de cette opportunité pour voir un peu qu'est-ce que le FEM peut apporter aux pays africains et notamment au Mali les prochaines années. Et notre joie est là aujourd'hui parce que le FEM 8 qui vient d'être mis en place est dédié à l'Afrique. Un montant de 5,2 milliards de dollars destiné à financer des projets de développement en Afrique. Le Mali a plusieurs portefeuilles avec le FEM.
Certes, aujourd'hui, nous discutons de l'environnement et spécifiquement de la Grande Muraille Verte, où le FEM a décidé vraiment de mettre en place un fonds de départ afin que le projet puisse se réaliser et démarrer dans les meilleurs délais. Et lié à cette question, le FEM a démontré par ses interventions diverses que c'est une structure qui peut intervenir et dans le domaine de la forêt, dans le domaine effectivement des déchets et dans le domaine de l'agroforesterie et dans le domaine aussi des infrastructures transversales au niveau du développement. Et toutes ces questions réunies, nous étions accompagnés effectivement par la stratégie de catalyseur du FEM qui peut mobiliser en même temps des financements de la BAD, des financements de la BOAD, des financements de l'Union européenne, des financements d'autres institutions de la place multilatérale. Donc toutes ces questions réunies, nous avons décidé vraiment de faire en sorte que le Mali ne reste en deçà de toutes ces interventions. Le ministre de l'économie et des finances et les autres départements ministériels du Mali qui ont des financements FEM pourront dans les meilleurs délais faire en sorte que les interventions de FEM puissent être une réalité dans notre pays et afin de travailler pour le développement des populations. Je rappelle que les interventions du FEM sont des dons. Donc, opportunité à saisir pour un pays en transition, mais aussi un pays sous-développé sur lequel nous comptons vraiment pour appuyer nos populations à la base à travers des projets de développement. Le Forum national sur l'éducation innovante et les opportunités d'emploi des jeunes au Mali s'est tenu hier ici à Bamako. C'est un forum qui vise à apporter la contribution de la jeunesse malienne à l'innovation du système, éducation et opportunités d'emploi pour les jeunes. Le point avec Fantama Magnentao. 60 jeunes, hommes et femmes venus des régions du Mali pour participer au Forum national sur l'éducation innovante et opportunités d'emploi des jeunes maliens. Les travaux de ce du forum de 2 jours contribueront à faire de l'entrepreneuriat à Bamako une réalité, en construisant une véritable convergence des politiques de l'emploi ainsi que celle de l'éducation et de la formation. Qui dit emploi parle d'abord de la formation. On ne le dira jamais assez. Il n'y a des ressources que d'hommes. Un pays ne se bâtira durablement que grâce à ses ressources humaines. Plus nous avons des ressources humaines de qualité, plus nos chances d'être compétitifs à l'échelle nationale et internationale seront grandes. Et le cadre d'aujourd'hui, donc le jeune d'aujourd'hui, doit faire preuve de compétences à haute densité d'information. Le département en charge de l'entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle soutient et accompagne toutes les initiatives créatrices d'emploi des jeunes pour le bien-être du pays. Notre département souhaite développer des programmes en faveur des jeunes, encourager et accompagner les initiatives qui rentrent vraiment dans le cadre de la promotion de l'emploi. Le Forum national sur l'éducation innovante et les opportunités d'emploi des jeunes au Mali a répondu à plusieurs recommandations à travers des panels afin de produire un document de plaidoyer de haut niveau qui sera remis aux autorités maliennes. 3 grandes unités de production et de transformation de produits agricoles viennent d'être inaugurées par le Conseil régional de Kayakita. Elles vont permettre de transformer les matières premières produites dans la région, à savoir l'arachide, la mangue et le karité. Compte rendu, Kansoutou Kanouti. Financé par le Conseil régional de Caille à travers l'ANICT, 3 unités industrielles, à savoir une unité de production de beurre de karité, de pâte d'arachide et une unité de transformation de jus de mangue ont été inaugurées la semaine dernière à Kita par le président du Conseil régional de Caille. Ces 3 grandes unités industrielles vont nous aider à transformer les matières premières produites dans la région. Le Conseil régional a pu les faire financer à travers le dispositif de l'ANICT, qui est la DINDER, qui nous accompagne pour pouvoir mettre en place des unités de transformation qui créent de la valeur, qui créent de la richesse et qui participent à la densification du tissu économique de la région. Ces différentes unités qui, j'espère, vont contribuer au développement économique de la région. À l'issue de l'inauguration de ces unités de production et de
transformation de produits agricoles, suivi d'une visite dans les locaux des unités Flambant Neuf. Le président se dit très satisfait. Notre satisfaction, elle est entière parce que nous avons vu d'abord des ouvrages qui sont de très bonne qualité. Les locaux sont bien construits, les équipements sont de qualité, ils sont mis en place, tout est prêt pour que ces unités de transformation puissent commencer à produire dès maintenant. Et le conseil régional de Caille ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Des unités de transformation verront bientôt le jour dans le secteur de Kéniéba au cours de cette année 2023, selon le président Bandjougou Diawara. Elles font partie de l'association des femmes battantes du cancer du sein et du col de l'utérus et aujourd'hui formées en coupe et couture spécialisées dans la fabrication des seins artificiels locaux et serviettes hygiéniques, toutes choses qui vont leur permettre de s'autofinancer et de sortir définitivement du chômage et de la précarité. L'initiative est de la coordination des femmes solidaires du Mali. Reportage Salifa Ouedraogo. Elles sont 20 femmes pour avoir vaincu le cancer du sein et du col de l'utérus à recevoir une formation en coupe et couture. Ces femmes battantes ont été formées dans la confection des seins artificiels locaux et serviettes hygiéniques afin de s'autofinancer et de permettre l'accessibilité à celles dont le besoin s'impose. Avec cette formation, c'est un pas de géant franchi et au revoir au chômage grâce à la coordination des femmes solidaires du Mali. Pour accompagner davantage ces récipiendaires, la coordination des femmes solidaires du Mali leur a doté des machines à coudre et accessoires financés à hauteur de 5 millions de francs CFA. Quand une femme perd un sein, ce n'est pas facile. On sent un déséquilibre. Mais maintenant que nous pouvons faire des seins nous-mêmes, donc vraiment, c'est un plaisir pour nous. Nous lançons un appel à notre ministre encore, le ministre de la Santé. Mettez les traitements du cancer à l'amour et au président Assimi. La coordination des femmes solidaires du Mali se félicite du devoir accompli. L'association des combattantes est une association bien structurée. Elles ont un bon plan d'action. Elles avaient juste besoin d'un peu d'accompagnement. Et grâce à Dieu, nous avons pu le faire et nos objectifs sont atteints à 80%. Parce qu'on voulait financer un projet rentable pour elles. Et Dieu merci, les 20 premières personnes sont formées à la matière et vous voyez que la formation sera très utile pour les malades du cancer. Parce que être amputé des seins, ce n'est pas évident pour une femme du tout. Donc elles se sentent toujours belles en utilisant des accessoires made in Mali et on espère qu'elles vont se perfectionner à la matière. C'est sur les notes d'espoir de voir l'intégration des soins du cancer du sein et du col de l'utérus à l'assurance maladie obligatoire que la cérémonie a pris fin. La région de Sikasso dispose désormais d'un espace de stockage de kits d'urgence. C'est un conteneur offert par l'UNICEF dans le cadre de la gestion des crises, des catastrophes et autres calamités. L'entrepôt situé dans les locaux de la Direction régionale du développement social et de l'économie solidaire est financé à plus de 19 millions de francs CFA. La cérémonie de remise des clés avec Moussokoro Sirimi. Ce sont 2 conteneurs de stockage de kits d'urgence aménagés, gracieusement mis à la disposition de la région de Sikasso à travers la Direction régionale du développement social et de l'économie solidaire. Un geste de l'UNICEF qui vient rapprocher les appuis aux populations affectées par les crises et catastrophes et réduire le temps des interventions d'urgence. C'est la salle de conférence qui servait de magasin pour tous les intrants, y compris ceux de l'agriculture, notamment les engrais. C'est devant ce constat que le management de l'UNICEF n'a ménagé aucun effort pour répondre à la sollicitation de la DRDS de voir sa salle de conférence libérée et d'améliorer les conditions de stockage des intrants dans les conditions requises de température, d'humidité et d'aération. Ce conteneur représente de l'espoir pour nous. Parce que nous savons que régulièrement nous avons des sinistres. Cela va nous permettre d'augmenter notre capacité de riposte vis-à-vis de ces sinistres. Ces 2 entrepôts de 20 pieds chacun auront coûté plus de 19 500 000 francs CFA aux donateurs. Ce dispositif vient à point nommé. L'UNICEF, conscient de ses multiples avantages, dans un monde de plus en plus secoué par les calamités naturelles, les crises, catastrophes,
et autres facteurs des mouvements de population et dont aucun pays n'est épargné, a répondu favorablement à cette demande. Et l'UNICEF de réitérer son accompagnement pour la formation et la mise à niveau des agents chargés de la gestion des nouveaux magasins. Avant de quitter Sikasso, le ministre Diarra a rendu une visite de courtoisie à la notabilité. Dans la région de Koulikoro, l'association pour le développement de Touba Djakane vient de tenir sa 7e assemblée générale à la Maison du Peuple de Touba, dans la commune de Dougouofila. À l'ordre du jour de cette assemblée, la présentation du rapport d'activité de l'année écoulée, du rapport financier ainsi que des perspectives. Reportage Ousmane Koïta. En 2022, l'association Touba Djakane a mobilisé plus de 43 millions de francs CFA. Elle a investi environ 39 millions de francs CFA dans certains projets de développement tels les travaux d'achèvement du centre de santé, la réhabilitation des pistes dans le village, le curage des caniveaux, entre autres. Cette 7e assemblée générale fait donc le bilan de toutes les activités réalisées par l'association au cours de l'année 2022. Quand nous regardons le bilan de l'association cette année, on peut dire que vraiment on a fait grand pas. Et les grandes lignes étaient l'achèvement de notre centre de santé qui nous a coûté à peu près 30 540 000 cette année et d'autres travaux au niveau de l'école et au niveau du village sur les pistes. Donc ça sont été les grandes lignes de l'activité de l'association cette année. Même si le bilan écoulé est jugé satisfaisant, les membres de l'association entendent s'investir davantage dans le cadre de la mobilisation des ressources pour un développement harmonieux de leur localité. Je demande à tous les membres, quand nous regardons les objectifs de l'association, le premier point d'abord, ça nous demande à la solidarité, à l'entraide, qu'on se donne la main, qu'on soit unis et qu'on parle sous le même langage. Le village a besoin de nous, donc c'est vrai, on a fait quelque chose, mais il reste beaucoup à faire. Pour 2023, l'association Touba Djakane entend poursuivre ses actions tout en poursuivant les travaux de réhabilitation du barrage de Touba, l'aménagement d'un périmètre maraîcher pour l'association et bien d'autres. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et passez un bel après-midi avec nous sur ORTM1.